Salut à tous les fans de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de vulgarisation dédiée à la technologie blockchain. En effet, lorsqu'on fait ses premiers pas dans le milieu de la blockchain, il est très difficile de comprendre ce qui se cache derrière. Et donc, je me souviens par exemple de mes débuts, j'aurais forcément aimé que quelqu'un m'explique ce qui se cache derrière comme concept. Et pour vous aider à bien comprendre ce que c'est qu'une blockchain, je vais utiliser un outil interactif extrêmement utile. Cet outil nous permettra d'explorer les principes fondamentaux de la blockchain de manière très simple et très intuitive. D'ailleurs, je vous ai mis le lien vers cet outil dans la description de la vidéo. Alors, la première des choses qu'il faut comprendre, c'est le concept de hachage, qui est expliqué dans la section hash. C'est quoi le hachage? C'est tout simplement une fonction cryptographique ou un algorithme, si vous voulez, qui prend en entrée une donnée de n'importe quelle taille et qui produit en sortie une chaîne de caractères qu'on appelle le hash. En gros, il transforme une donnée en un hash. Alors, par exemple, si j'écris ici bonjour, vous voyez que j'ai un hash qui correspond à ce que je viens d'écrire. J'écris par exemple une autre chose, donc par exemple bonsoir, et là vous voyez, j'ai un hash qui correspond au mot bonsoir. Il faut savoir que le hash est unique, c'est-à-dire si je change, ne serait-ce que, par exemple, rajouter un point, vous voyez, il me génère un autre hash qui est complètement différent, donc qui change radicalement. C'est ce qu'on appelle en fait l'effet avalanche. Donc même par exemple, je remets bonsoir, vous voyez ici j'ai le H, si je change le B majuscule en un B minuscule, eh bien il me génère un H qui n'a rien à voir avec le premier H, avec le B majuscule. Il faut savoir aussi que la fonction de hachage, c'est une fonction à sens unique. Cela signifie que vous pouvez générer un hachage à partir de données, mais vous ne pouvez pas générer les données originales à partir d'un hash. C'est-à-dire, si je vous donne par exemple ce hash, alors que je ne vous dis pas que c'est le hash du mot bonsoir, eh bien vous n'aurez pas la possibilité de faire le chemin inverse pour remonter jusqu'au mot bonsoir. Alors ça, c'est très très utile et très puissant pour vérifier l'intégrité de données sans révéler les données elles-mêmes. Voilà pour le hash. Passons maintenant au concept de bloc. Tout simplement, un bloc, c'est un registre dans lequel on va venir écrire de la donnée, donc des transactions par exemple. Je peux écrire une liste de transactions, transaction 1, transaction 2. À mon registre est là un numéro ou un identifiant, et là son hash, et là aussi un nonce. Alors c'est quoi un nonce? Si je veux par exemple valider ce bloc, il faut que je cherche ce nonce, qui est tout simplement un chiffre, qui satisfait une certaine condition. La condition dans notre cas, c'est de trouver un chiffre qui, une fois ajouté aux données déjà inscrites, et va faire en sorte que mon hash commence par une suite de 4 zéros. Alors concrètement, cela revient à venir tester toutes les combinaisons possibles. Euh, Par exemple, je commence par 1, je regarde, je vérifie, mon hash ne commence pas par une suite de 4 zéros, du coup je passe à 2, c'est la même chose, etc., etc., jusqu'à ce que je trouve le bon chiffre ou le bon nonce qui satisfait cette condition. Et c'est ce processus de recherche de solution à ce problème mathématique qu'on appelle le minage, qu'on fait en réalité d'une façon automatique. Donc vous voyez ici, il y a un bouton qui va déclencher une fonction de minage. Donc si je clique sur ce bouton, eh bien, il va chercher le bon nonce qui va permettre de valider ce bloc avec les données que j'ai déjà inscrites dessus. Donc voilà, il m'a trouvé le nonce qu'il faut, qui est 150341. Donc en fait, ce minage nécessite en réalité un temps et une puissance de calcul importante, et c'est justement ce temps de calcul qu'on appelle la preuve de travail. Il faut savoir aussi que la difficulté de ce problème mathématique, donc le fait d'exiger que le hash commence par une suite de 4 zéros ou une suite de 10 zéros ou uniquement par un seul zéro, eh bien elle est ajustée par le réseau en fonction du nombre de gens
ou de mineurs qui sont sur le réseau et qui essayent justement de miner ou de valider des blocs. Donc plus il y a de mineurs sur le réseau, la difficulté de ce problème mathématique augmente. Et inversement, s'il y a moins de mineurs, eh bien le réseau va baisser cette difficulté. Voilà pour le concept de bloc. Passons maintenant au concept de blockchain, où tout ce qu'on vient de voir va prendre son sens. Donc là, j'ai 3 blocs qui sont similaires aux blocs qu'on vient de voir, avec comme seule différence un nouveau champ. Donc c'est le champ previous en anglais, donc précédent en français. Alors à quoi il sert ce champ? Alors ce champ sert à accueillir le hash du dernier bloc validé. Ça veut dire le bloc numéro 3 dans le champ previous, on va retrouver le hash du bloc numéro 2, et dans le champ previous du bloc 2, on va retrouver le hash du bloc 1, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est cette liaison des blocs par leur hash qui crée le terme chaîne dans blockchain. Donc chaque bloc contient le hash du bloc précédent, et du coup ça crée une chaîne ininterrompue de blocs, depuis le premier bloc qu'on appelle le bloc de genèse, jusqu'au bloc le plus récent. Un exemple pour mieux comprendre. Si je décide d'inscrire dans le premier bloc les transactions suivantes, donc Alice a donné à Bob 2 euros, Bob a donné, hop, il y a une faute d'orthographe, Bob a donné à Jean 1 euro, et que je décide de le miner. Donc vous voyez dans le champ previous de ce bloc, comme si le premier c'est le bloc de genèse, eh bien il n'y a pas de bloc, c'est notre premier bloc, donc il n'y a pas de bloc avant lui. Et du coup, on a mis 0, 0, 0, 0, ainsi de suite. Et donc là, je valide, je mine ce bloc, en cliquant sur miner. Donc là, il me calcule le nom, ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et donc, ce nouveau hash de ce bloc avec ces données-là, on va le retrouver dans le champ previous du prochain bloc. Donc, maintenant, si je décide d'inscrire, par exemple, Alice a redonné à Bob 2 euros, et que Jean a donné à Bob 1 euro, je le mine, tac, et j'ai le nouveau hash qui satisfait la condition de commencer par 4 0 et qu'on retrouve dans le troisième bloc. Alors, je dézoome un petit peu, tac. Allez, une dernière transaction ici. Je vais mettre par exemple, cette fois-ci, Bob a donné à Alice 2 euros. Et je le mine. Maintenant, si quelqu'un décide de modifier ou de falsifier les informations dans un bloc, le hash de ce bloc en question changera, et donc le bloc en question ne sera plus valide. Et comme son hash est pris en compte dans le calcul du hash du bloc suivant, eh bien même ce bloc suivant devient invalide à son tour. Et c'est la même chose pour le troisième bloc, pour le quatrième bloc, etc., etc. Et donc tous les blocs qui sont validés après le bloc qu'on essaie de falsifier, eh bien vont être invalides. Donc par exemple, si je modifie ici, si quelqu'un décide de nier le fait que Alice a donné à Bob 2 euros, par exemple, on va dire plutôt, elle lui a donné uniquement 1 euro. Donc vous voyez, le hash de ce bloc devient invalide. Et c'est ce hash-là qu'on va retrouver dans le bloc numéro 2. Et à son tour, va faire que ce hash de ce deuxième bloc n'est plus valide. La même chose pour le bloc 3, etc., etc. Alors pour réparer la chaîne, la solution qu'on a, c'est d'essayer de miner tous les blocs. Ce qui est pratiquement impossible, en fait, en raison de la quantité de travail nécessaire. Donc ce système garantit d'une façon efficace que les données inscrites dans les blockchains restent immuables dans le temps. Le dernier concept qu'on va voir dans cette vidéo, c'est le
concept de distribution, donc de la décentralisation. Le concept de la distribution est très important et fondamental pour une blockchain. Parce qu'au lieu d'être stocké sur un serveur central, les informations de la blockchain sont distribuées sur un réseau d'ordinateurs qu'on appelle les nœuds. Donc vous voyez ici, dans cet exemple, on a 3 nœuds. Donc chaque nœud du réseau possède une copie complète. Donc vous voyez ici, le premier nœud a 5 blocs, le deuxième nœud a les mêmes 5 blocs, etc., etc. Et cela signifie que même si un nœud tombe en panne, ou est compromis, eh bien les informations de la blockchain restent intactes et accessibles sur les autres nœuds. Si je décide de casser cette chaîne sur ce premier nœud, eh bien vous voyez, j'ai compromis toute la chaîne uniquement sur cette copie mais j'ai toujours les autres copies qui restent intactes et accessibles. Et donc lorsqu'une nouvelle transaction est effectuée, elle est diffusée à tous les nœuds du réseau. Les nœuds vérifient donc la validité de la transaction. Une fois validée, la transaction est ajoutée à un bloc, et ce bloc est ensuite ajouté à la blockchain sur tous les nœuds, garantissant que toutes les copies de la blockchain sont maintenues à jour. Et donc la distribution offre plusieurs avantages, puisque du coup elle augmente la résilience du système, car il n'y a pas de point central de défaillance. Elle améliore également la sécurité, car pour modifier les informations de la blockchain, un attaquant devrait compromettre plus de 50% des nœuds, ce qui est pratiquement impossible lorsqu'on a un gros nombre de nœuds. Et enfin, elle favorise la transparence, puisque toutes les transactions sont visibles par tous les participants du réseau. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo de vulgarisation. J'espère qu'elle vous a aidé à comprendre les principes de base d'une blockchain. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos réflexions et vos remarques. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.